Mais si le personnage est devenu un produit de l'air et du sol, si donc la description est une nécessité de savant, Zola n'a pas la naïveté de croire que l'objet de l'observation se donne dans la transparence immédiate du vrai. À la différence de Balzac, il se garde bien de jouer au narrateur omniscient, surplombant le monde des hommes et celui des choses d'un œil objectif. Il sait bien que les choses vues sont indissociables d'un point de vue. C'est pourquoi la description zolienne est inséparable du récit. Elle est toujours motivée par l'action. Elle se donne à travers un regard singulier, déterminé par l'état d'esprit du personnage. C'est ce qu'on appelle la focalisation interne. Prenons le ventre de Paris, par exemple. Pour peindre cette nature morte colossale, Zola choisit de croiser deux regards sur les halles. Celui de Claude, un artiste, familier de l'endroit, et celui de Florent, un revenant totalement désorienté. Rappelons le début du roman. Le jeune républicain, déporté en décembre 1851, au lendemain du coup d'État, s'est échappé de Cayenne. Il arrive aux Halles un matin de septembre 1858. Après 7 ans d'absence, il ne reconnaît plus le Paris médiéval où il croyait pouvoir se cacher. Entre-temps, le quartier a été éventré par l'osmanisation et le marché des innocents a fait place aux Halles de Baltard. Désespéré de ne pas retrouver son frère, le charcutier Quenu, en pirouette, il suit Claude à travers les Halles. Pour Zola, c'est l'occasion de déployer le premier volet de sa description. Tandis que le peintre s'enthousiasme pour les élégants parapluies de Baltard et pour les couleurs chatoyantes des étals, Florence sent déjà qu'il n'a pas sa place dans le Paris gras de l'Empire. Tenaillé par la faim, assailli par les odeurs irritantes des légumes, brûlant de fièvre, il retrouve la vision hallucinée des fusillés du 4 décembre dans les chairs roses des radis, celle des barricades dans les tas de potirons et des charges de pavés dans les voitures des maraîchers. On voit comment Zola résout la contradiction entre les exigences du naturalisme, qui fait de la description une nécessité de savant, et les attentes du lecteur, qui veut de l'action avant toute chose. Chez lui, la strate de l'imitation réaliste, la mimesis, est inséparable de celle de l'action, ou diégésis. C'est ce qu'il appelle, plus simplement, la description dramatisée. Nous y reviendrons. Aussi fondamentale que la question du regard, se pose la question de l'œil et des appareils à percevoir, sans lesquels il n'y a pas de science possible. Que serait la connaissance de la cellule sans le microscope, et celle des étoiles sans le télescope? Zola a tout juste 24 ans, en 1864, quand il réfléchit sur le rôle de l'optique dans la peinture et dans la littérature. L'œuvre d'art, écrit-il à son ami Valabrègue, est comme une fenêtre ouverte sur la création. Cependant, ajoute-t-il, il y a toujours, enchâssé dans l'embrasure de la fenêtre, une sorte d'écran transparent, à travers lequel on aperçoit les objets plus ou moins déformés. Les lignes, les couleurs se modifient en passant à travers cet écran, qui n'est autre que le tempérament de l'artiste, modifié par le moment historique et par son milieu. Chaque époque, chaque classe sociale, chaque individu même a son écran particulier. La fenêtre, évidemment, peut être étroite ou embrasser tout l'horizon. Elle peut donner sur un jardin à la française ou sur des taudis. Zola distingue alors 3 écrans. L'écran classique est un verre grandissant qui développe les lignes et arrête les couleurs au passage. L'écran romantique exalte les couleurs, mais il transforme les contours et exagère les contrastes d'ombre et de lumière. L'écran réaliste est si parfaitement transparent qu'il semble reproduire le monde tel qu'il est. Il rend visibles des réalités physiques et sociales qui étaient jusqu'alors exclues de la représentation, les joies et les peines des classes pauvres, les plaisirs et les misères du corps. C'est un simple verre à vitre, très mince, très clair, reconnaît Zola. Mais il ne peut pas nier sa propre existence pour autant. Si clair, si mince qu'il soit, il n'en a pas moins une couleur propre, une épaisseur quelconque. Il teint les objets, il les réfracte tout comme un autre. C'est pourquoi Zola introduit dans ses romans
les instruments optiques qui médiatisent la perception. La loupe, instrument privilégié de l'entomologiste, apparaît dans la curée, où Maxime et René passent de longues heures devant un album photographique à détailler la physionomie des actrices, des filles à partie et des messieurs à la mode. C'est tout un milieu de société qui nous est ainsi révélé. René étudiait avec curiosité les détails microscopiques des photographies, les petites rides, les petits poils. Un jour même, elle se fit apporter une forte loupe, ayant cru apercevoir un poil sur le nez de l'écrevisse. Et en effet, la loupe montra un léger fil d'or qui s'était égaré des sourcils et qui était descendu jusqu'au milieu du nez. La loupe servit dès lors à éplucher les figures des femmes. René fit des découvertes étonnantes. Elle trouva des rides inconnues, des peaux rudes, des trous mal bouchés par la poudre de riz. Et Maxime finit par cacher la loupe, en déclarant qu'il ne fallait pas se dégoûter comme cela de la figure humaine. On a ici une double médiation, celle de la photographie, dont Charcot disait qu'elle était la véritable rétine du savant, et celle de la loupe, qui grossit le détail jusqu'à la caricature. Dans le ventre de Paris, la charcutière Lisa s'adonne, elle aussi, à l'examen méticuleux d'une photographie, mais elle le fait à l'œil nu. Lisa s'absorba dans une de ces contemplations de femme dévisageant une autre femme, tout à l'aise, sans crainte d'être vue. Jamais elle n'avait eu le loisir d'étudier sa rivale de si près. Elle examina les cheveux, le nez, la bouche, éloigna la photographie, la rapprocha. On peut difficilement se permettre dans la vie réelle de dévisager les gens comme le font les romanciers en brossant le portrait de leurs personnages. Essayez donc de le faire dans le bus ou dans le métro, vous risquez de vous exposer pour le moins à cette réplique des petits-enfants « Tu veux ma photo ?» Mais le texte pose une deuxième question. À quelle distance des choses faut-il se mettre pour les voir comme il faut ? Zola oppose ainsi, dans la débâcle, la perception que les soldats et l'état-major peuvent avoir de la guerre. Maurice et Jean, rampant dans un champ de la plaine d'Alsace, ne voient de la bataille de Fröschwiller qu'un gros plan absurde, des têtes de choux dont les épaisses feuilles d'or vert retenaient des gouttes d'une pureté et d'un éclat de gros brillants. Tandis que les détails, vus de si près, prennent un relief saisissant, le champ de bataille disparaît dans un flou indistinct. On ne voyait plus rien ainsi au ras du sol. Des terrains s'étendaient, confus, coupés de verdure. Cette objectivité à courte vue, c'est ce que Zola appelle le réalisme myope. À l'inverse, on pourrait parler de réalisme presbyte à propos du regard éloigné. Tandis que Weiss, un civil, double en vain son binocle pour apercevoir l'ennemi à travers les deux verres superposés, son voisin de la Herche découvre le roi de Prusse dans l'oculaire de sa longue vue. Or, à cette distance, Guillaume Ier semble tout à fait inoffensif. C'était bien le roi de Prusse, à peine haut comme la moitié du doigt, un de ces minuscules soldats de plomb des jouets d'enfants, dont la face, grosse comme une lentille, ne mettait qu'un point blême sous le vaste ciel bleu. Au même moment, Guillaume Ier, lui aussi équipé d'une lorgnette, suit l'agonie de l'armée française comme au spectacle. C'en était fait, l'enveloppement mathématique inexorable se terminait, les mâchoires de l'étau s'étaient rejointes, il pouvait embrasser d'un coup d'œil l'immense muraille d'hommes et de canons qui enveloppait l'armée vaincue. À l'inverse du réalisme myope qui grossit les détails jusqu'à leur conférer une apparence surréaliste, le réalisme presbyte déréalise le conflit et esthétise les horreurs de la guerre. Le roi Guillaume, fatigué, lâcha un instant sa lorgnette. Il continua de regarder à l'œil nu. Il distinguait les maisons de Sedan, avec les petites barres noires des fenêtres. Puis c'étaient les villages, frais et vernis, pareils aux fermes des boîtes de jouets. Et la bataille atroce, souillée de sang, devenait une peinture délicate vue de si haut, sous l'adieu du soleil. Des cavaliers morts, des chevaux éventrés, semaient le plateau de taches gaies. Les dernières bousculades de la retraite amusaient l'œil du tourbillon de ces points noirs, courants, se culbutant. Et le roi n'avait pas de remords devant ces cadavres si petits,
ces milliers d'hommes qui tenaient moins de place que la poussière des routes.